Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Plus de 900 000 morts, 300 000 nouveaux cas Covid déclarés chaque jour. L'épidémie progresse. Au sommaire, la course au vaccin miracle, un enjeu stratégique pour les grandes puissances, un enjeu personnel pour leurs dirigeants. Nous évoquerons les pressions politiques sur les institutions de santé et les laboratoires de recherche. Un vaccin pour qui? Un vaccin pour quand? La course vers le Graal bouleverse les standards et les méthodes de la recherche scientifique. Sera-t-il accessible à tous, ce futur vaccin, totalement efficace et accepté par tous? Peut-on vous obliger à vous faire vacciner? La recherche et la compétition pour nous immuniser contre le virus nous transportent dans un autre monde. C'est devenu pour les présidents Trump, Poutine, Xi Jinping un enjeu à la fois géopolitique et de prestige personnel. Toutes les grandes puissances, États-Unis, Chine, Europe, Russie, sont mobilisées pour être les premières. Qui sortira vainqueur de ce rallye géopolitique et scientifique? Entre les laboratoires, il y en a une kyrielle à travers le monde, la course est féroce, digne d'un film de science-fiction. Elle est alimentée par de gigantesques investissements, tant publics que privés. On assiste à une accélération spectaculaire des méthodes scientifiques qui aboutiront, si tout va bien, à des résultats en l'espace d'une année, alors qu'il faut ordinairement 8 à 10 ans pour mettre au point un nouveau vaccin. Les gouvernements des pays riches ont passé des contrats faramineux pour obtenir l'exclusivité des premiers stocks de cette future potion magique. L'OMS et son directeur, le Dr Tedros, dénoncent un nationalisme du vaccin. Alors, un vaccin pour qui? Un vaccin pour quand? Sera-t-il efficace? Serait-il accepté par la population? Beaucoup de questions, décidément, dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Vladimir Poutine a donc été le premier à sortir du bois, précisant à l'intention des sceptiques qu'une de ses filles avait été parmi les toutes premières à recevoir le sérum. Le vaccin russe a été baptisé Sputnik V, en référence à la glorieuse époque de la conquête spatiale quand les soviétiques damnaient le pion aux Américains. Nous aurons un vaccin sûr et efficace cette année. Et ensemble, nous pulvériserons ce virus. En retard dans les sondages et sévèrement controversé pour sa gestion de l'épidémie, Donald Trump promet, laissant même entendre à ses électeurs que le vaccin pourrait être disponible avant le jour J des élections présidentielles. Maybe even before a very special date. You know what date I'm talking about? L'Union européenne, engagée elle aussi dans ce grand rallye, plaide la coopération internationale et pour une distribution équitable via un dispositif baptisé COVAX. La Commission européenne est prête à rejoindre le dispositif COVAX. Ce dispositif est conçu pour organiser l'approvisionnement en vaccins au niveau mondial contre le coronavirus. Et la Commission apportera également une contribution de 400 millions d'euros. La Chine, de son côté, promet bien davantage encore à ses partenaires commerciaux, alors que le régime organisait la semaine dernière à Pékin une cérémonie à la gloire de ses héros qui ont terrassé le virus. À travers le monde, près de 200 industries, laboratoires et instituts universitaires se sont mobilisés. En l'état actuel, 9 vaccins ont atteint la phase 3 des essais cliniques à vaste échelle. 4 parmi ces 9 sont chinois. Qu'il s'agisse de l'argent investi ou de l'accélération des méthodes scientifiques, toutes les règles habituelles ont été chamboulées. On n'avait jamais rien vu de pareil. Dès la toute première phase des recherches, les États ont investi des milliards sans la moindre garantie de récupérer leur mise. Je tiens à assurer au monde que l'OMS ne cautionnera pas un vaccin s'il n'est pas sûr et efficace. Face aux pressions tous azimuts, l'Organisation mondiale de la santé entend tenir le cap.
Nous ne devons pas viser à vacciner tout le monde dans un seul pays, mais un maximum de gens dans tous les pays. 9 firmes pharmaceutiques, pourtant rivales dans cette immense compétition, se sont engagées à respecter strictement les règles. Dans une déclaration commune le 5 septembre, elles disent qu'aucun vaccin ne sera délivré qui ne correspondrait pas rigoureusement aux standards d'efficacité et de sécurité. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes professeur, co-directeur du Centre de recherche en santé globale auprès de l'Institut des hautes études internationales ici à Genève. Puis vous êtes aussi un homme de terrain, un médecin à l'hôpital, dans un grand hôpital de Montréal. Docteur, ce qui se passe autour de cette course au vaccin, c'est assez hallucinant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Absolument. C'est du jamais vu, mais un peu comme l'épidémie. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Vous m'avez parlé dans cette préparation d'émission, on a affaire à une nouvelle guerre biopolitique. Alors, ce qu'on voit très bien, d'abord, tout le monde sait qu'un vaccin marche parce qu'il a un effet biologique. Et ce qu'on voit maintenant, avec ce qui se passe autour du monde, en Russie, en Chine et surtout aux États-Unis, c'est que le vaccin a un effet également politique. Et c'est une instance où l'action biologique renforce l'action politique et vice-versa. Donc, un État qui maîtrise l'épidémie avec un vaccin s'imagine qu'il va être plus fort, qu'il va ressortir gagnant. Et puis il y a des pressions très très fortes sur les agences de santé, notamment aux États-Unis, par l'administration. Hein. Alors surtout, ça aussi, c'est du jamais vu. Ça c'est vraiment inédit historiquement. Le CDC, donc l'Agence de santé publique américaine, a été créée justement pour être hors de la politique et pour sauvegarder, surveiller, veiller sur la santé de la population américaine. Donc c'est vraiment... C'était même un modèle. Hein, c'est un modèle. La santé publique partout au monde s'est inspirée du CDC. Et là, c'est une transgression fondamentale d'avoir une ingérence politique dans le CDC. Et ça a des conséquences. Bon, on a vu aux États-Unis qu'il y a eu toutes sortes d'ingérences du politique dans le judiciaire, etc. Mais ce qui est particulièrement grave, c'est l'impact que ça peut avoir sur la confiance de la population envers les mesures de santé publique. Et puis l'autre aspect absolument unique aussi, c'est l'accélération spectaculaire de la recherche. Là, encore une fois, c'est du jamais vu. C'est peut-être pas surprenant, vu l'étendue et l'impact de l'épidémie. Mais je crois qu'il faut peut-être aussi insister que cette accélération, elle n'a pas été juste... Enfin, on l'a vu partout, hein, on a vu dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on voyage. Il y a un bouleversement, une transformation de tout. Dans la recherche, c'est pas juste la prolifération, la multiplication de différentes molécules ou stratégies thérapeutiques qui est sans précédent. C'est aussi l'innovation ou l'expérimentation avec différents modes de développement, de financement, de mise en œuvre, de distribution. Donc, on a vraiment tout qui se passe tout en même temps et c'est très difficile à faire le tri dans ça. Et ça a eu un impact. Alors, quand on parle de la recherche, c'est pas juste des gens dans les laboratoires qui élaborent des produits, c'est aussi de tester et de publier. Et là aussi, on a une cacophonie, et puis on arrive assez au début de l'épidémie, on arrivait assez difficilement à gérer. Et quand vous avez 9 grands groupes pharmaceutiques qui s'engagent à ne distribuer un vaccin qui soit absolument sûr et efficace, est-ce qu'il faut les croire? Oui, quand même, parce qu'aucune société va vouloir distribuer un vaccin qui est inefficace ou même dangereux. C'est un suicide capitaliste, économique. Ouais. Mais là, il faut insister sur le fait que l'efficacité et la sûreté des produits médicaux est garantie par des processus réglementaires par l'État, en fait. Donc, l'État a un rôle hyper important à jouer, parce que c'est lui qui est le garant. C'est le garde-fou. Ouais, absolument. Et puis, toutes les publications qui sont faites
par les différents vaccins qui sont maintenant testés au stade 3. Est-ce qu'on peut se fier à ces publications, qu'elles soient chinoises, russes, anglo-américaines, etc.? Alors, en principe, toute publication scientifique, elle doit passer un contrôle de la qualité très rigoureux, c'est-à-dire une évaluation par un comité de lecteurs indépendants. C'est-à-dire que moi, je reçois un manuscrit, je ne sais pas qui l'a écrit, et puis je dois évaluer, et puis l'éditeur de la revue va s'assurer que c'est pas moi, que je connais pas ces gens-là. Alors, tant que ce processus est garanti, on peut se fier. Les Chinois, les Russes, ils publient dans des revues internationales, les Suisses, les Américains aussi. Donc, a priori, il faut qu'on se fie. On n'a pas d'autre moyen de contrôler la qualité. La difficulté, c'est qu'il y a tellement de publications que des fois, on peine à trouver des évaluateurs de bonne qualité. Et puis ce vaccin que tout le monde attend, raisonnablement, vous l'attendez pour quand, vous? Moi? Oui. Alors, je veux pas décevoir le public, mais il y a deux questions, en fait. Un vaccin efficace, on va l'identifier quand? Et quand est-ce que suffisamment de gens auront été vaccinés pour avoir un effet? Alors, il faut faire très attention à ça. On peut trouver un vaccin efficace, peut-être même d'ici le printemps. Ça, ouais, je parlais de ça. Hein, au printemps. Mais pour voir l'effet, ça va être encore 1 an ou 2, le temps de produire suffisamment de doses et de vacciner suffisamment de gens. Alors se pose aussi la question, pour ce vaccin, un vaccin pour qui? Et puis un vaccin pour qui en premier? Alors on va répondre à cela tout à l'heure, juste après ce sujet réalisé par Elsa Anguinolfi. Thank you very much. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord avec Moderna pour la fabrication et la livraison de 100 millions de doses de leur vaccin contre le coronavirus. Grâce à ce dernier accord, les États-Unis se sont déjà assurés la livraison ferme de 800 millions de doses de plusieurs candidats vaccins. Valeur de ces contrats passés avec différents fabricants, plus de 10 milliards de dollars. L'Europe n'est pas en reste, elle négocie des accords portant sur 1,3 milliard d'unités pour les 27 États membres. La Grande-Bretagne a aussi préacheté 340 millions de doses, et même la petite Suisse, 4,5 millions. De leur côté, les Russes affirment que plus d'1 milliard de doses de leur vaccin Sputnik V ont déjà été commandées par une vingtaine de pays. La Chine aussi a promis à certains pays un accès prioritaire à des dizaines de millions de doses de ses futurs vaccins. Mais à l'opposé de Donald Trump, qui veut vacciner les Américains d'abord, Pékin, tout comme l'Union européenne, soigne sa communication envers les pays les plus pauvres. Le vaccin chinois contre le coronavirus, lorsqu'il sera mis au point et disponible, deviendra un bien public mondial. Ce sera la contribution de la Chine pour assurer l'accessibilité et le caractère abordable du vaccin dans les pays en développement. La principale initiative de coopération internationale, le programme COVAX, copiloté par l'OMS, peine à rassembler les fonds nécessaires. COVAX prévoit notamment d'acquérir 1 milliard de doses pour une centaine de pays à faible revenu. Une autre bataille se joue autour du vaccin, celle des opinions. À Berlin, Melbourne, Londres, les slogans anti-vaccins ont une bonne place dans les manifestations contre le port du masque et la limitation des rassemblements. Selon un sondage du World Economic Forum effectué dans une trentaine de pays et publié le 2 septembre, un quart des personnes interrogées seraient réticentes à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus. Docteur, qui vacciner en premier? Lorsqu'on l'aura trouvé, ce vaccin. Bien sûr, c'est une question vraiment, vraiment importante sur laquelle beaucoup de gens réfléchissent. Je crois qu'il faut dire en premier, c'est que ça dépend du pays et de la situation épidémiologique. Il n'y a pas une formule standard, mais on doit faire le calcul et privilégier les gens les plus exposés, parce que quand on vaccine les plus exposés, c'est les gens qui transmettent. Donc, on veut vacciner pour réduire la transmission, les plus exposés. Personnel médical aussi.
Alors, le personnel le plus utile, donc personnel médical, oui, moi je veux bien, mais il y a aussi plein d'autres personnels qu'on sait sont indispensables pour la santé mondiale. à la société, au fonctionnement de la société. Les gens qui ravitaillent les coop et les migros, par exemple. Et puis aussi les gens les plus vulnérables, les gens les plus susceptibles à mourir de cette maladie. Alors, un jeune, on veut peut-être le vacciner parce qu'il a plus de chances de transmettre, mais quelqu'un de plus âgé avec plusieurs maladies, on va vouloir le vacciner parce qu'il a plus de chances de mourir, et puis on va vouloir vacciner une infirmière, par exemple. Et donc, il faut faire l'équilibre entre ces trois priorités. Mais c'est quand même plus facile à imaginer une campagne de vaccination en Suisse, 8 millions d'habitants, qu'en Inde, 1 milliard, 300 millions d'habitants. C'est une question de logistique. C'est une question de logistique pure et d'infrastructure. La Suisse a deux grands avantages, c'est sa taille, certes, mais surtout sa décentralisation, ce qui rend la santé publique beaucoup plus proche des peuples. Enfin, les cantons, je besoin de faire un dessin. Alors que quand vous avez des grands pays centralisés, comme la France voisine, versus l'Allemagne, qui est encore beaucoup plus décentralisée, c'est pas nécessairement plus facile à vacciner. Est-ce que ça va marcher, vous pensez, ce fonds COVAX qui a été établi, mais qui a du peine à se subventionner pour une distribution équitable au niveau mondial du vaccin? C'est important, ça, que ça existe. Le COVAX, ça fait partie des innovations en santé mondiale qui est venue avec cette épidémie. Elle construit sur ce qui s'est fait pour d'autres vaccins. La difficulté, c'est que COVAX doit être financé, on a entendu. Mais aussi, le pool de vaccins qui lui est disponible dépend de ce qui reste après que les autres ont acheté à prix plus fort. Donc, on assiste effectivement à une concurrence féroce entre les États pour acheter le vaccin. Et quand le docteur Tedros de l'OMS dénonce un nationalisme du vaccin, c'est un vrai danger, c'est une vraie menace. Alors, c'est une vraie menace et on l'a déjà vu. On l'a vu avec les masques. Vous vous rappelez les Américains qui ont presque volé un avion de masques, je ne me rappelle plus, en Allemagne. On a vu avec Covid l'émergence d'un nationalisme tout court, un nationalisme thérapeutique sur les chaînes d'approvisionnement de médicaments, et maintenant un nationalisme vaccinal, tout à fait. Il y a beaucoup de gens quand même, quand on lit les statistiques, qui sont hésitants à se faire vacciner. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens? Qu'est-ce que le médecin que vous êtes dit à ces gens? Je pense alors, moi, comme médecin, j'essaie de comprendre pourquoi la personne est méfiante. Donc là, encore une fois, il n'y a pas un message standard. Des fois, on est méfiant parce que son enfant a été vacciné et a été malade après. Des fois, on est méfiant parce qu'on vit dans un pays où on ne fait pas trop confiance à l'État. Donc, il n'y a pas un message standard. Mais il y a sur les réseaux sociaux des campagnes anti-vaccination avec des thèses très conspirationnistes. Enfin, c'est inquiétant, ça, non? Pour la confiance. Inquiétant, surtout que nous avons des données qui suggèrent que les Russes sont un peu derrière, ont déjà été derrière ce type de campagne. Et là, je reviens à la question... Quel est l'intérêt des Russes à semer la méfiance dans nos populations? Alors, c'est pas très clair, mais moi, je pense que c'est une question le lien de confiance entre un État et sa population est un lien très fort. Et si on peut briser cette confiance autour des questions de vaccins, on sort, le rival sort renforcé. Et puis, cette deuxième vague, tant redoutée, elle est là, elle arrive? Je pense qu'elle va arriver, effectivement. Je pense que partout, on voit une augmentation du nombre de contaminations. Les dernières semaines, on se demande s'il n'y a pas une augmentation à Genève, à Montréal, ailleurs, du nombre de cas hospitalisés. C'est trop tôt pour dire, parce qu'au début, ça frétille un peu comme ça. Mais on sait très bien moi, je pense qu'elle va venir parce qu'on sait qu'on n'est pas tous immunisés, on n'a pas tous fait la maladie, et les contaminations augmentent. Et puis, on a la grippe qui arrive aussi, et puis on va être plus exposé parce qu'on va rentrer à l'intérieur avec les temps froids. Mais on est mieux préparé, c'est peut-être ce qui peut nous rassurer. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Géopolitique. C'était un plaisir. OK, merci.
Liberté individuelle versus liberté collective, cette fichue épidémie nous pose de grandes questions sociétales, politiques, quasi existentielles. Nous avons été chercher quelques réponses auprès de Samia Hurst, médecin et éthicienne de la faculté de médecine à l'Université de Genève. Marc Julmy. Le terme de course est un peu trompeur. Évidemment, il y aura un succès de prestige pour ceux qui seront les premiers, mais la planète se portera mieux, l'humanité se portera mieux s'il n'y a pas un gagnant, mais 12 gagnants. Si on a plusieurs vaccins qui seront, on l'espère, complémentaires, c'est pas dit que le premier soit le meilleur, c'est pas dit que le premier donne une protection durable, par exemple, peut-être qu'on devra le répéter et qu'on sera tous très contents d'en avoir enfin un, qu'il ne faudra pas faire chaque année. Tous ces scénarios sont envisageables à ce stade. C'est pas une course où il y a un seul gagnant, c'est une course pour qu'il y ait le plus de gagnants possible. Ce serait même assez dangereux qu'il y ait un seul gagnant. Imaginez-vous que vous êtes le propriétaire du brevet de l'unique vaccin contre le SARS-CoV-2, et puis que voilà, maintenant tout le monde le veut et c'est vous qui le détenez. Personne ne devrait avoir ce genre de pouvoir. Comme on dit souvent, ma liberté s'arrête où commence celle des autres, mais en fait c'est plus intéressant que ça. Ma liberté, je dois la limiter pour que tous ensemble on en ait plus. Donc il y a des libertés qu'on va accepter de limiter parce qu'on en acquiert même nous-mêmes de nouvelles si tout le monde opère cette limite. La protection collective contre une pandémie, elle est de cette nature aussi. Si nous portons tous le masque dans l'espace public, des personnes fragiles peuvent aller dans l'espace public, alors qu'autrement, elles ne le peuvent pas. Si nous nous vaccinons, lorsqu'un vaccin arrive et qu'il est suffisamment sûr, eh bien des personnes qui ne sont pas en mesure de se vacciner peuvent elles aussi reprendre leur vie. Et nous également, nous pouvons avoir une vie plus normale qu'avant si suffisamment de personnes sont vaccinées. Donc finalement, il y a en effet cette pesée entre liberté individuelle et bien commun, mais il ne faut pas oublier qu'on participe tous au bien commun. On en a quelque chose en retour aussi, et donc ça va aussi augmenter par certains aspects notre propre liberté. On peut préférer ne pas porter de masque, on peut préférer rouler à 200 à l'heure sur l'autoroute, on peut préférer laisser des détritus par terre, on peut préférer, que sais-je, payer moins d'impôts. On voit qu'on a tous ces débats, ils sont des débats éminemment politiques, c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord sur où mettre la pesée. Et donc c'est très important que ces débats aient lieu. La poliomyélite vaincue sur le continent africain, annonçait il y a quelques semaines l'Organisation mondiale de la santé. Un cri de victoire prématuré, car quelques foyers, hélas, ont réapparu depuis. Voici un document qui nous rappelle que la maladie sévissait aussi dans les pays riches. Témoignages de patients et de médecins. C'était en Suisse en 1965. Corps cassé, destin brisé. La Suisse n'a pas encore éradiqué ce mal qui ronge indifféremment corps d'adultes et corps d'enfants. Son nom, la poliomyélite, une inflammation de la moelle épinière provoquée par infection virale. Parfois bénigne, parfois mortelle, elle entraîne souvent la paralysie des membres et de graves problèmes respiratoires. À l'époque, pour ses victimes et pour leurs proches, c'est la vie qui bascule. Et votre femme doit travailler, je crois. Ah oui, ma femme doit m'aider, vous voyez. J'étais obligé de m'acheter un véhicule, une petite voiture pour me rendre à mon travail. C'est impossible d'aller à pied. Alors, ma femme est obligée de travailler pour aider à payer la voiture et pour aider à élever toute la famille. Madame Tièche a été hospitalisée une année environ. Elle a fait un stage de 8 semaines dans le poumon d'acier. Je crois qu'à ce moment-là, vous avez eu des complications, n'est-ce pas, madame? Oui, monsieur, j'ai fait des phlébites et ensuite j'ai eu un poumon déchiré. Et un peu plus tard, j'ai encore eu une opération d'estomac. Et vous espérez quand même récupérer encore un peu, parce que vous savez qu'il y a toujours un espoir de récupérer davantage si vous pouvez vous exercer, faire des exercices, travailler. Oui, bien sûr, on peut toujours récupérer. Mais il faut pouvoir suivre des traitements. Et pour ça, il y a bien souvent les moyens qui manquent. Il n'y a pas de médicament contre la poliomyélite. Le traitement des patients reste axé sur la récupération de la force physique afin de prévenir les complications de la maladie. Il s'agit alors de trouver le moyen de stopper ces contagions fatales. Nous sommes partis à l'Institut Pasteur du principe que pour faire un bon vaccin, il fallait des souches donnant toute garantie. C'est donc dès la fin des années 50 le développement de vaccins qui fait peu à peu reculer la polio dans le monde.
La maladie serait considérée aujourd'hui comme éradiquée si sa transmission n'avait pas été observée l'an dernier encore en Afghanistan et tout récemment en Afrique. Parmi les lectures qui nous ont inspirés, il y a cette publication du Centre de recherche en santé publique de l'Institut international et du développement de Genève. Son codirecteur, le professeur Vinh Kinh Nguyen, était notre invité aujourd'hui. Je ne peux que vous recommander vivement cette lecture. À revoir aussi cette émission du magazine 28 minutes sur la chaîne Arte. Voici ce que disait le virologue Christian Bréchot au sujet du vaccin russe Sputnik V dans cette émission du 7 septembre. D'abord, c'est vraiment bien qu'ils aient publié leurs résultats. On peut partir de ça par rapport à des effets d'annonce qu'il y avait avant. On aura probablement un vaccin contre Covid-19, ce qui paraît évident à dire, mais qui n'était pas du tout, en fait. Et ça, c'est le résultat d'un effort énorme qui a été fait à la fois par des industriels, des académiques. Donc tout ça est positif. Et ce papier, cet article des Russes, va dans le même sens. Et les Russes ont une qualité scientifique tout à fait remarquable, en fait. Enfin, ça vaut le détour également ce dossier online du journal Spiegel, toujours d'actualité. Comment le coronavirus va changer le monde? Les points de vue croisés de 6 experts, prévisionnistes, scientifiques ou encore diplomates. Bonne lecture, prenez soin de vous et rendez-vous bientôt dans Géopolitis.